Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous invite sur notre chaîne YouTube Réussir le TEF et le TCF Canada pour vous entraîner à l'épreuve de la compréhension orale du TCF. Alors, pour cela, j'ai mis à votre disposition un petit test pour vous entraîner. Je vous conseille en même temps d'écouter le document sonore et lire les 4 propositions pour par suite choisir la bonne réponse. Je vous souhaite un bon courage et voilà, le test va commencer et entraînez-vous. Au revoir. Il n'est pas trop tard pour limiter les effets du réchauffement climatique. C'est le message du rapport du GIEC, les experts sur le climat, rapport qui a été rendu public ce lundi, mais rapport dans lequel il est également précisé qu'il va falloir engager des transformations rapides et des transformations sans précédent. Tous les secteurs sont appelés à réduire leurs émissions de CO2, dioxyde de carbone, qu'il s'agisse de l'industrie, de l'énergie ou des villes. Objectif: limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et non à 2 degrés, seulement un demi-degré, mais qui change tout selon les experts. Détail du rapport avec Anne-Cécile Bras. C'est le grand enseignement de ce rapport, un demi-degré de réchauffement global du climat de notre planète de plus, et nous basculons dans un autre monde. Dans les deux cas, les impacts sont sévères et se font déjà sentir, mais avec 1,5 degré au lieu de 2, la hausse du niveau de la mer sera inférieure de 10 cm. C'est peu, pensez-vous, mais près des 2/3 de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes, donc plus de 10 millions de personnes seraient épargnées. Dans la plupart des régions habitées, l'intensité des vagues de chaleur grimpera de 3 degrés dans un cas, de 4 degrés dans l'autre. Les précipitations torrentielles seront aussi plus importantes, avec 2 degrés en particulier dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, en Amérique du Nord et en Asie. Les conséquences sur nos économies ne sont pas non plus les mêmes, avec un demi-degré d'écart. Après le prix Nobel de médecine lundi et le prix Nobel de physique mardi, c'était au tour du prix Nobel de chimie d'être décerné, attribué ce mercredi. Michel Diaz nous fournit toutes les explications. C'est un prix qui va pour moitié à Frances Arnold. Cette américaine de 62 ans a mis au point des enzymes, en plus clair des éléments qui accélèrent les réactions chimiques, dont certaines protéines par exemple. Des substances chimiques qui sont à l'origine de la mise au point de nouveaux médicaments et de carburants moins polluants divers. L'autre moitié du prix revient à un autre américain, George Smith, et un britannique, Gregory Winter, pour leurs travaux sur les phages. Il s'agit d'un type de virus qui infecte les bactéries et les incite à se reproduire. Les chercheurs ont donc créé génétiquement des phages capables de s'attaquer à certaines pathologies comme les infections pulmonaires ou encore celles liées aux grands brûlés. Des travaux intéressants puisqu'ils représentent une alternative aux Un monument de la chanson française s'en est allé. Charles Aznavour est mort ce lundi à 94 ans. Chanteur, comédien, homme engagé, Charles Aznavour revenait d'une tournée au Japon. Il devait se produire à la fin du mois à Bruxelles, puis en novembre en région parisienne. Un artiste profondément français, viscéralement attaché à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier. C'est l'hommage du président de la République française Emmanuel Macron. Retour sur plus de 70 ans de carrière avec Sophie Torlotin. Il lui en aura fallu des années avant d'être en haut de l'affiche. À ses débuts, Charles Aznavour doit surmonter de multiples critiques. Jugé trop petit,
trop laid, sans voix. Mais le Sinatra français fait preuve de persévérance, de ténacité. Lui parlait de la chance d'avoir rencontré Édith Piaf en 1946 à 22 ans. Piaf le pousse à monter sur scène. Il connaît le succès à l'Olympia en 1954, commence à tourner au cinéma sous la direction de François Truffaut. Sa carrière internationale s'envole après son triomphe au Carnegie Hall de New York en 1963. Chanteur installé dans les années 70, Charles Aznavour n'hésite pas à bousculer les conventions, abordant dans ses titres des sujets de société, l'homosexualité ou l'amour d'une enseignante pour un élève adolescent. Né Aznavourian dans un foyer d'immigrés arméniens attendant leur visa pour les États-Unis, il a toujours gardé des liens très forts avec le pays de ses ancêtres, écrivant notamment la chanson humanitaire Pour toi Arménie en 1988 après un tremblement de terre. Au total, Charles Aznavour aura écrit plus de 1300 chansons, certaines reprises par les plus grands artistes, un catalogue de chansons étourdissant qu'il entretenait en poursuivant sans relâche des tournées, même à 93 ans passés. Sophie Torlotin sur RFI. Parmi les grands succès de Charles Aznavour, on peut citer La Bohème, Je me voyais déjà, ou encore La Mama. Et cette chanson de 1963, comme beaucoup d'autres, a été réinterprétée, c'est-à-dire jouée, enregistrée et arrangée par d'autres artistes, notamment par des chanteurs gitans, ces Roms du sud de la France et d'Espagne, et cela de l'Aquarius débarqueront donc finalement à Malte. Ils seront ensuite répartis dans 4 autres pays, dont la France. Et c'est le gouvernement maltais qui l'a annoncé dans la journée. Les 58 migrants secourus en Méditerranée seront dirigés vers la France, donc, mais aussi le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne. Une solution européenne dont se félicite ce soir le Premier ministre français Édouard Philippe. Hier, Paris avait refusé la demande du navire humanitaire privé de pavillon et qui demandait donc à accoster dans le port de Marseille. Demande rejetée par le gouvernement français au nom de 2 principes, Anne Souhaitement. Premier principe à respecter selon la France, celui du débarquement dans le pays le plus proche du bateau, en l'occurrence Malte, c'est le droit international qui le dit. Deuxième principe, celui de la solidarité immédiate dans la prise en charge des passagers une fois débarqués. L'Élysée rappelle que la France a pris sa part les précédentes fois. L'Élysée le concède toutefois, ce n'est pas satisfaisant de gérer le sujet au cas par cas. Ce qu'il faudrait, c'est la mise en place d'un mécanisme européen stable. Problème, l'Italie par exemple, de Matteo Salvini. C'est l'une des mesures emblématiques, symboliques du programme de Donald Trump. Vous vous en souvenez probablement, le président américain a promis un mur à la frontière américano-mexicaine. Elle s'étend sur plus de 3000 kilomètres. Pour l'instant, un tiers du tracé dispose d'un mur. La construction d'une nouvelle portion, une nouvelle partie de ce mur de 6 kilomètres de long et 5 mètres de haut va commencer. Ce sera à El Paso, au Texas. Et malgré ses désaccords avec Donald Trump, le président mexicain veut calmer le jeu. Les précisions d'Anissa El Jabri. Après la crise diplomatique, la méthode douce sur ce sujet du mur, le président mexicain Enrique Peña Nieto s'était opposé, c'était en mai dernier, avec fermeté à Donald Trump. Son successeur, lui, veut croire aux vertus du dialogue. Le président élu mexicain Andrés López Obrador. Je veux une bonne relation avec le gouvernement des États-Unis. Nous allons le convaincre que le problème migratoire ne se résout pas en construisant des murs ou en utilisant la force, mais c'est un travail diplomatique fait de respect. Je cherche à obtenir un bon accord. Je veux convaincre, je veux expliquer quel est notre plan pour atténuer le phénomène migratoire. Parce que je ne veux pas seulement l'expliquer. Les frais de scolarité au début étaient de 34 000 $ par an et chaque année ils augmentaient. J'étais dans une école d'art privée et je pensais savoir dans quoi je m'étais engagée. Mais en fait non, je n'imaginais pas que ce serait si dur.
Tara, 25 ans, une américaine d'origine mexicaine, a dû prendre 10 prêts différents pour financer ses études. L'idée même d'avoir une dette aussi énorme, c'est juste impossible à intégrer. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, je travaille dans un restaurant et je suis illustratrice freelance. Mon emprunt court sur 25 ans, jusqu'à mes 54 ans. Je ne peux pas me projeter dans l'avenir. Si la crise des subprimes semble contenue, les États-Unis ne sont pas pour autant à l'abri d'un autre drame financier. Patrick Haley, la quarantaine, fondateur du cabinet de conseil Caliber Finance Partners. I very much do believe that the student loan industry is a potential crisis in our country. You're seeing a lot of parallels, right? Back in Je pense très sincèrement que la dette étudiante sera la prochaine crise parce qu'il y a des parallèles entre les prêts étudiants et les subprimes immobiliers. Avant que la crise n'éclate, le gouvernement américain a poussé les gens à emprunter sans s'assurer qu'ils étaient solvables. Et quand la bulle immobilière a éclaté, les gens n'ont pas pu rembourser leurs prêts. Leur maison a été saisie, les banques ont fait faillite et cela a créé un énorme cataclysme financier. And I could see similar things working here with student loans. The difference being, at least with Je vois le même mécanisme en marche avec la dette étudiante. À la différence qu'avec un prêt hypothécaire, vous possédez un bien tangible, mais avec un prêt étudiant, vous empruntez en fonction de votre capacité future à rembourser. Et si votre métier ne rapporte pas Préparez-vous au TCF avec l'application TCF Pro qui est disponible gratuitement sur Play Store. Le lien de téléchargement est dans la description. En revanche, pour de nombreux propriétaires, les problèmes sont loin d'être résolus. Jacob Inwald est avocat pour l'organisation publique Legal Services à New York. By the middle of the foreclosure crisis, there was a point where there were about 95,000. En pleine crise financière, il y a eu jusqu'à 95 000 cas de saisies immobilières dans l'État de New York. C'est ahurissant. Et aujourd'hui, même s'il y en a moins, il reste encore 75 000 cas en attente de jugement. Les personnes de couleur, les Noirs et les Latino-Américains ont été la cible des prêts les plus toxiques du marché parce qu'ils sont vulnérables. Targeted for some of the worst toxic loan products. Depuis, des lois ont été votées à New York pour protéger ses propriétaires et encourager les accords à l'amiable. Le tribunal a créé une procédure de règlement des différends pour rassembler les parties adverses et au lieu que la banque ne saisisse un bien, on essaye, par exemple, d'obtenir une baisse du montant du remboursement mensuel et de rallonger la durée de l'emprunt. Mais parvenir à un tel accord est un combat long. Évidemment qu'il y a un ressenti de la population envers Wall Street. Et ça explique peut-être aussi les tendances politiques des dernières années, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui a été laissée pour compte. Thomas Julien, économiste spécialiste des États-Unis chez Natixis à New York. On voit bien qu'il y a quand même une partie de la population américaine qui va pas très bien, en particulier dans les zones sinistrées. Donc, d'un autre côté, on a eu l'impression que le gouvernement a fait payer les citoyens américains pour sauver l'industrie financière. Je pense que derrière, il y avait l'idée d'urgence de sauver